Bonjour à tous. Donc j'interviens en fait aujourd'hui au titre de la SFRP pour vous faire une présentation très macroscopique sur l'accident de Tchernobyl 30 ans après, en revenant sur différents faits marquants. Alors, je voulais juste corriger un petit point qu'a dit Jean-François. En fait, je n'ai pas vécu, à proprement parler, l'accident de Tchernobyl. En 1986, j'étais encore étudiant. Par contre, j'ai été personnellement et professionnellement impliqué sur différents aspects liés à cette catastrophe de 1996, où j'étais à l'époque à la DSIN, l'ancêtre de la SN, et jusqu'en gros en 2011. Voilà, donc 15 ans sur différents sujets sur lesquels je serai amené à revenir. Juste également une petite mise en garde en préambule. La dernière fois que j'ai fait une conférence sur l'accident de Tchernobyl, c'était le 10 mars 2011 au CNAM à Paris. C'était pour commémorer les 25 ans de la catastrophe. Et malheureusement, le lendemain se produisait l'accident de Fukushima. Voilà, donc j'espère que ma nouvelle intervention sur le sujet n'est pas mauvais augure pour la suite. Nous verrons. Donc je vais revenir sur un certain nombre de faits qui sont à la fois des faits directement liés à la catastrophe, mais également des conséquences indirectement, mais néanmoins reliables à cet accident. Et je terminerai sur un petit retour sur le cas singulier de la France. Vous savez que nous avons vécu pendant de nombreuses années des controverses incessantes autour de la réalité des retombées radioactives sur notre pays. Donc je pense qu'on ne pouvait pas faire l'impasse de cette question. Donc je l'aborderai évidemment sans visée polémique. Il s'agit simplement de revenir un petit peu sur ce que ça signifie et ce qu'on en tire comme leçon. Alors, premier sujet que je voulais aborder, alors très rapidement, puisque ce sont des sujets sur lesquels d'autres orateurs vont revenir après moi. Donc c'est simplement rappeler que l'accident s'est produit très brutalement le 26 avril 1986 à 1h23, donc sur le réacteur numéro 4 de la centrale, qui était un jeune réacteur, puisqu'il a été mis en service 2 ans plus tôt. Et en gros, la gestion du site accidenté, pour faire de manière très schématique, elle s'est passée en 3 temps. Le premier temps, qu'on peut appeler phase d'urgence, a été vraiment la période la plus critique, la plus difficile et la plus finalement sévère en termes de conséquences sur les personnes. C'est la maîtrise du sinistre pour limiter les rejets et empêcher la situation de s'aggraver. Le deuxième temps, alors qu'on emploie ce terme dont je ne sais pas trop d'où il vient d'ailleurs, le terme de liquidation, lucide, on parle des liquidateurs, qui est en fait toute une phase qui a consisté à renforcer la sécurité du réacteur et surtout assainir le site et ses environs. Et puis la troisième phase dans laquelle nous nous trouvons toujours aujourd'hui, qui est la restauration sur le long terme de ce site. Alors, quelques images pour illustrer ces 3 phases. Donc, tout d'abord, la phase d'urgence. Schématiquement, on va dire qu'elle s'est tenue du 27 avril au 10 mai 1986 avec des interventions de forces de secours pour éteindre les incendies qui étaient nombreux suite à l'explosion du réacteur et déverser des matériaux divers sur le cœur fondu pour maîtriser les incendies de graphite et contenir la radioactivité. Alors, la deuxième phase, dite de liquidation, elle a impliqué de très nombreux intervenants. On parle de 600 000 liquidateurs de 86 à 1990 et a été marquée principalement par la construction de ce qu'on a appelé le sarcophage. Cela s'est fait très rapidement, vu les conditions sur ce site, en quelques mois. Et puis d'importants travaux de récupération de matériaux contaminés, de débris de combustible dispersés, de terres contaminées. Et tout ça a conduit à enfouir près de 1 million de mètres cubes de déchets dans des tranchées sur plus de 900 zones de stockage, dont 800 se trouvent en Ukraine, et puis également sur des parcs d'entreposage de matériel. Pour ce qui concerne la restauration sur le long terme, alors, tout d'abord, rappeler que la centrale de Tchernobyl, c'était 4 réacteurs, et les 3 autres ont continué de fonctionner après l'accident, contrairement à Fukushima. Alors, un premier réacteur a été arrêté en 1991 suite à un incident survenu sur celui-ci, et les 2 suivants se sont progressivement arrêtés en 1996, puis en 2000. Donc, c'est assez récent, finalement. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes sur un site complètement à l'arrêt, et donc qui est en attente de démantèlement.
L'autre fait marquant de la phase de restauration, on y reviendra tout à l'heure dans un exposé successif, c'est la construction de l'arche, qui est on va dire, le nouveau sarcophage, un ouvrage titanesque qui est en bon avancement, vous voyez une image. Et puis enfin, la gestion de tous les déchets, effluents ou autres, qui vont résulter du démantèlement du site et la reprise éventuellement des déchets historiques. Donc tout ça va donner lieu à la construction d'installations. Donc certaines sont déjà construites, d'autres sans doute en venir. Là encore, on y reviendra. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est la dimension sanitaire et humaine de l'accident. Alors, ce qu'on peut dire 30 ans après, c'est que finalement, et c'est frustrant, mais c'est comme ça, il n'est pas possible de dresser un bilan sanitaire de la catastrophe qui soit à la fois précis, complet et consensuel, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est comme ça, mais on ne connaît pas de manière générale de manière suffisamment précise et exhaustive les doses individuelles reçues par les différents groupes de population exposés. Donc il y a des estimations évidemment qui permettent de situer les niveaux de doses, mais ça ne traite pas la question de la dose prise individuellement, et ça nuit évidemment à l'évaluation du risque associé. L'autre raison, c'est que, vous le savez, l'exposition au rayonnement ionisant à faible dose est associée à un risque d'effets de type cancer, qui sont des effets non spécifiques à ce type d'exposition, et donc il y a toujours un doute dès lors qu'on identifie des cas pour savoir s'ils sont reliés ou non à l'exposition. Alors, c'est ajouté au fil des années une controverse scientifique concernant la situation des populations qui sont durablement exposées à leur environnement, donc exposition interne chronique, donc avec des questionnements sur d'éventuelles pathologies non cancéreuses induites par ces situations. La troisième raison de cette incertitude, c'est que le bilan, 30 ans après, ne peut pas être clos, puisque vous le savez, les effets des rayonnements ionisants peuvent apparaître des années après, voire des décennies, et ce d'autant plus qu'il y a encore des populations, certes faiblement, mais néanmoins exposées. Et enfin, n'oublions pas que l'accident de Tchernobyl, c'est une catastrophe de grande ampleur qui a induit des bouleversements dans la vie d'un grand nombre de personnes. On y reviendra tout à l'heure sur l'aspect gestion humaine. Et ces bouleversements ont par eux-mêmes induit des effets sanitaires qui s'ajoutent ou se combinent aux éventuels effets liés au rayonnement ionisant. Donc vous en avez ici quelques indications. Alors néanmoins, on peut quand même dire des choses de façon certaine, ce que j'appelle les conséquences avérées. C'est d'une part sur les personnes qui étaient présentes lors de la phase d'urgence, où là on a eu des gens qui ont pu être fortement exposés. Alors 2 décès rapides liés à des traumatismes et des brûlures au moment de l'accident. 237 personnes ont été hospitalisées, et parmi celles-ci, 130 cas de syndrome d'irradiation aiguë, donc ce qui implique de très fortes doses, et parmi celles-ci, 28 sont décédés très rapidement à la suite. L'autre fait avéré, c'est l'épidémie de cancer de la thyroïde chez les enfants qui ont été exposés en 86 dans les territoires contaminés. Là, j'ai repris les chiffres du dernier rapport de l'UNSCARE, qui date de 2011, et qui dit qu'entre 1991 et 2005, 6848 cas avaient été dénombrés, dont 15 ont entraîné un décès. Évidemment, ce chiffre n'est pas clos, puisque, comme je l'ai dit, les effets peuvent encore apparaître. Par contre, les autres conséquences, quand elles sont évoquées dans la littérature scientifique, sont suggérées par des études, mais sans réelle conclusion sûre, on va dire, sur leur attribution aux expositions au rayonnement. Se pose également la question, alors bien sûr, des leucémies qui ne sont pas avérées, mais aussi de pathologies non cancéreuses qui sont observées, mais là encore sans conclusion nette. Ça, c'est chez les liquidateurs. Et en population générale, en dehors des cancers de la thyroïde chez l'enfant, on a un peu un constat comparable. Alors, dernier point, donc on a souvent vu au cours des 3 décennies des estimations du nombre de morts attribuables à l'accident, ceci par du calcul, donc lié aux supposées doses reçues fois le nombre de personnes exposées. Enfin, vous connaissez sans doute un peu l'approche. Ces prédictions, alors qui donnent des chiffres qui peuvent aller de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de décès attribuables
théoriquement attribuables à l'accident. Donc ce sont des prédictions qui sont extrêmement disparates et qui sont de toute façon contestées et qu'on ne pourra jamais vérifier par l'observation. Troisième sujet, la gestion des territoires contaminés et des populations qui s'y trouvent. Vous avez ici une carte des zones les plus contaminées autour de la centrale de Tchernobyl, donc qui touche 3 pays, l'Ukraine, la Biélorussie qui se trouve voilà, dans cette zone nord, l'Ukraine plutôt dans la partie sud, et puis la Russie. Cela représente près de 150 000 km², donc c'est pratiquement l'équivalent de 30% de la surface de notre pays, donc ça donne un ordre de grandeur. 60% de ces retombées se trouvent dans ces 3 pays, Biélorussie, Russie et Ukraine, le reste étant sur le reste de l'Europe, pour l'essentiel. Et juste un rappel des principales mesures qui ont été prises pour gérer ces territoires, tout d'abord vis-à-vis des populations, avec l'évacuation rapide, en l'espace de quelques semaines en 86, de près de 115 000 populations qui vivaient dans les zones les plus contaminées, dont 50 000 habitants de Pripyat, qui était la grande ville située à quelques encablures de la centrale, donc, et qui a été évacuée en 36 heures. Derrière cette évacuation, il y a également l'instauration d'une zone d'exclusion d'un rayon de 30 km autour de la centrale et qui est à cheval principalement entre l'Ukraine et la Biélorussie. Alors, ce n'est pas terminé puisque dans les années qui ont suivi, il y a eu d'autres déplacements de population estimés à 235 000 au total, et qui vivaient dans des territoires plus ou moins contaminés. Et selon le niveau de contamination, c'était un déplacement basé soit de manière obligatoire, soit sur le volontariat. Et en dehors des populations, les autres types de contre-mesures ont essentiellement porté sur le milieu agricole, on y reviendra tout à l'heure, avec des actions assez brutales parfois sur les animaux qui ont dû être abattus, des interdictions de culture sur certains territoires et des techniques de décontamination ou de réduction du transfert aux végétaux. Alors là, c'était les effets les plus directs de la catastrophe. Je voulais maintenant revenir sur des effets induits par cette catastrophe. Tout d'abord, en matière d'études et de recherche menées après l'accident, puisque, on le voit aussi pour Fukushima, mais quand on a une catastrophe de telle ampleur, on est tenu, au niveau de la communauté mondiale, d'en tirer les enseignements, de comprendre ce qui s'est passé ou de ce qui risque de se passer. Donc voilà, je ne serai pas exhaustif, loin s'en faut, mais ces études et ces recherches sont menées bien entendu sur les aspects sanitaires, au travers notamment d'études épidémiologiques. Initialement d'ailleurs, c'était surtout les leucémies qui étaient attendues à la suite de cette catastrophe. Finalement, on a vu que c'était plutôt les cancers de la thyroïde. Il y a eu aussi de nombreux programmes expérimentaux ou de terrain sur les transferts des substances radioactives dans l'environnement, que ce soit dans les sols, ou dans les végétaux, ou dans les animaux. J'ai cité 2 exemples, le programme RESAC qui a été porté par l'IPCN dans les années 90, également les sites pilotes implantés à Tchernobyl. Autre exemple d'étude, donc c'est l'initiative franco-allemande pour Tchernobyl. Donc ça, c'était à l'occasion du 10e anniversaire de la catastrophe. Donc la France, au travers de leur ministre de l'Environnement, donc la France et l'Allemagne ont fait une déclaration commune visant à lancer un projet consistant à rassembler, pour éviter qu'elles ne se perdent, ces informations, donc rassembler des informations à la fois sur la sûreté du sarcophage, sur les conséquences radioécologiques de l'accident et sur les conséquences sanitaires, pour constituer des grandes bases de données mises à disposition de la communauté scientifique. Et l'IPCN, à l'époque, a été impliqué sur les projets 2 et 3, et cela se faisait en association avec GRS, donc son homologue allemand, qui était plutôt sur le premier projet. Autre type d'études que je voulais mentionner, ce sont les projets ETHOS puis le projet CORE, qui sont des projets qui ont été largement portés par la France, mais qui ont été menés dans un cadre communautaire, soutenu financièrement par la Commission européenne, et qui se sont déroulés en Biélorussie, dans les districts les plus contaminés, qui visaient, par une approche pluridisciplinaire et participative, à améliorer la prise en charge
de la contamination par les gens qui y vivent, c'est-à-dire passer d'une situation subie à une situation gérée par les populations locales, et ceci évidemment pour améliorer leurs conditions de vie. Enfin, je voulais, sur le volet recherche, j'ai évoqué tout à l'heure que l'exposition chronique dans un contexte de contamination soulevait des controverses. Cela a généré, alors finalement assez récemment, si on regarde l'histoire, donc des programmes, notamment en France, mais pas uniquement. J'ai cité, parce que je les connais bien, les programmes environnement et épices de l'IRSN et la structure de recherche qui s'est mise en place au niveau européen, qui s'appelle Mélodie, et qui vise à poursuivre les efforts de connaissance sur les effets des faibles doses. Autre sujet que je voulais aborder en termes de bilan, de faits marquants, c'est l'impact qu'a eu la catastrophe sur la remise en question des doctrines et des pratiques de gestion de crise. Alors déjà au plan international, au lendemain de la catastrophe, donc l'AIEA a mis en place une convention internationale de notification rapide d'un accident nucléaire. Ça, c'était en réaction avec, ce qu'il faut bien admettre, a été le blackout de l'Union soviétique dans les jours qui ont suivi la catastrophe. Et donc on voit bien que s'il n'y a pas rapidement une information des différents pays de la survenue d'un accident, cela peut générer derrière des inquiétudes certes, mais également des réponses désordonnées qui peuvent être préjudiciables. Au niveau européen, il y a un dispositif complémentaire similaire qui s'est mis en place, qu'on appelle le système Écurie. Et sur un autre registre, donc en 1987, donc l'AIEA a mis en place une convention d'assistance en cas d'accident nucléaire. Donc là, c'est pour traiter la dimension hors norme finalement de ce genre de catastrophe et face au constat qu'un seul pays concerné peut parfois difficilement faire face et peut avoir besoin d'assistance. Et donc c'est mis en place derrière cette convention le réseau RANET géré par l'AIEA. En France, donc, il y a eu de nombreuses conséquences en termes d'organisation des pouvoirs publics et des acteurs en matière de crise. Donc, dès 1989, donc, une circulaire a été prise pour revoir la manière dont les pouvoirs publics se coordonnent dans ce genre de situation. Début des années 90, a été mis en place le réseau Téléray, réseau de télémesure et d'alerte, pour avoir une information plus directe et en temps réel à l'échelle du territoire sur un impact éventuel d'accidents. Développement également des exercices nationaux de crise, alors qui au début étaient des exercices d'état-major en petits comités et qui de plus en plus se sont ouverts à des acteurs nombreux, au-delà des préfets, donc il y avait les populations, les élus locaux, et cela continue bien sûr. De même, souvenez-vous, la décision de distribuer préventivement l'iode stable a été prise en fait 1996 par le secrétaire d'État de la Santé de l'époque, mais mise en application à partir de 1997. Donc ça, c'était un lien assez direct avec les 10 ans de la catastrophe, mais également le constat de l'épidémiologie de cancer dans les territoires contaminés, cancer de la thyroïde, comme je l'évoquais. Plus récemment, alors plus récemment pas tant que ça, parce que les premières tentatives remontent à 89, donc la mise en place d'un dispositif de réponse pour la gestion de la phase post-accidentelle. Alors, le premier plan post-accidentel, il est très peu connu, il avait été élaboré par la direction de la sécurité civile en 89. En 96, une entité qui n'existe plus, qui faisait partie du Premier ministre, donc le SGCISN, organise un exercice majeur appelé exercice Becquerel, qui portait sur la thématique post-accidentelle et qui a donné lieu à des groupes de travail ultérieurement. Et puis enfin, en 2005, la mise en place du CODIRPA sous l'égide de l'ASN. Le dernier aspect que je voulais évoquer avant de conclure, c'est l'impact qu'a eu l'accident en matière de pratique d'information du public. Ça n'a pas été le sujet le mieux géré en France, on va y revenir au moment de la catastrophe. Donc très vite, derrière, s'est mis en place en 87, alors les plus anciens s'en souviennent sans doute, le 3614 Magnuc, qui était un service Minitel qui permettait, à l'époque c'était l'ancêtre de l'ASN, le service central de la sûreté des installations nucléaires, de déverser des informations sur l'actualité en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection en France, et notamment de signaler tous les événements significatifs qui survenaient dans les installations nucléaires. Alors, très lié à ça, donc s'est mise en place l'échelle internationale INES en 91, mais qui avait déjà eu une version précurseur
dès 87 en France, sous l'action combinée de l'ASN de l'époque et du comité du CSSI, le Conseil supérieur de l'information nucléaire. Pardon. Voilà, ça va être la fin. Voilà, c'est bon. Voilà. Et puis, évidemment, par la suite, la loi TSN, et j'ai cité aussi, au titre des effets indirects de l'accident, la mise en ligne du portail du Réseau national de mesures de radioactivité de l'environnement qui donne accès aux résultats de mesures environnementales. Alors, pour conclure, je voulais revenir sur une question un peu controversée. Hein. Est-ce que le nuage s'est arrêté aux frontières, hein, et aujourd'hui, ça reste quand même un des faits marquants qui reste dans les esprits en France, singulièrement en France. Alors, en image, d'où provient cette controverse? Alors, j'ai repris cette photo du professeur Pellerin au JT de TF1 le 29 avril 1986. C'était avant même que que les conséquences en France ne soient décelées. À l'époque, il s'était exprimé, j'ai réécouté attentivement ses propos. Il expliquait que cela ne menaçait actuellement personne. Alors, menacer, dans son esprit, c'était sur un plan sanitaire. Et bien entendu, il y a une confusion entre la dimension sanitaire du propos et le fait que notre territoire soit affecté par les retombées. Alors, l'autre reportage qui a été assez marquant, on va dire, c'est un reportage de Claude Sérillon le 30 avril, donc le lendemain, avec un bulletin météo commenté par Brigitte Simonetta et ce fameux panneau stop qui expliquait qu'en gros le nuage allait être arrêté par un anticyclone bienfaiteur. Ça, c'est une chose. Alors évidemment, par la suite, quelques jours après, le SCPRI a effectivement publié des informations comme quoi la France avait été touchée. Donc ça, on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir masqué cette information. Mais il y a un autre aspect qui a sans doute posé problème, c'est la gestion contrastée de part et d'autre de la frontière entre la France et l'Allemagne des denrées alimentaires. Et là, vous avez un reportage de Corinne Lallot, le 9 mai 86, qui explique que du côté français, là j'ai repris ses propos, c'est la France et la salade est jugée parfaitement saine. Donc là, elle est sur le pont de Kiel entre Strasbourg et l'Allemagne. Et voilà. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation. Donc vous voyez l'effet frontière dans toute son illustration. Alors tout ça a eu des conséquences sur notre pays. Alors, dans un premier temps, pas grand-chose. De 86 à 96, il n'y a pas eu de réponse organisée des pouvoirs publics autour de cette controverse, peut-être en espérant que le temps finirait par l'éteindre. Mais en fait, ça n'a pas été le cas, parce qu'en 96 est arrivé le 10e anniversaire de la catastrophe. Une polémique autour d'une affaire de sangliers radioactifs dans les Vosges, une cartographie menée par l'IPSN qui a démontré qu'il subsistait bien des dépôts de césium dans les Vosges, donc cartographie faite avec l'aide du dispositif ELINUC. Et face à ce constat, donc, j'étais présent lors de cette rencontre entre André-Claude Lacoste et Jean-François Girard, donc, qui était directeur général de la santé, donc, qui ont pris l'initiative de lancer une étude exhaustive sur les conséquences, les retombées en France d'accidents. Donc cette étude a été confiée à l'IRSN et qui a conduit à un rapport sorti en 1997. Alors ce n'était pas fini puisque de 1996 à 2006, alors je vais passer vite, mais il y a eu de nombreux travaux qui ont été menés essentiellement par l'IPSN puis l'IRSN, également avec l'Institut de veille sanitaire, sur la question des doses et des conséquences sur les cancers de la thyroïde chez l'enfant en France, sur les conséquences radioécologiques, alors qui a conduit à une controverse sur la cartographie des dépôts en France entre l'IPSN et l'OPRI, ce qui évidemment était malvenu à la veille de la création de l'IRSN, ce qui a conduit également à la mise en place de la mission Oringo par les ministres de la Santé et de l'Environnement. Est arrivé le 20e anniversaire, la catastrophe. Là, le ministre de la Santé de l'époque, donc Xavier Bertrand, donc, a demandé à l'IRSN de saisir son conseil scientifique pour mener une évaluation impartiale et de l'ensemble de ses travaux, y compris ceux de l'époque IPSN. Et ceci a conduit à un avis du conseil qui a été publié en mars 2006 et qui, à la fois, reconnaît la validité des approches utilisées par l'IRSN pour reconstituer les conséquences en France d'accidents, mais qui souligne également l'insuffisance des mesures faites en 1986
qu'aucune étude ultérieure ne pourrait combler. Donc cela a mis fin finalement à la poursuite des travaux sur les conséquences en France de l'accident, puisqu'il n'y avait plus vraiment de sujet à traiter. Pour clore le sujet, en avril 2006, donc l'IRSN a mis sur son site internet un dossier extrêmement complet sur l'accident de Tchernobyl, y compris en republiant les cartes du SCPRI de 86. Alors, en guise d'épilogue, c'est une controverse qui a fini par s'éteindre entre les principaux protagonistes, y compris la CRIRAD. Alors, c'est peu connu, mais je voulais quand même le mentionner. Je vous cite un extrait d'une lettre de la CRIRAD qui a été adressée à l'IRSN en 27 avril 2006 et qui dit, alors il y a tout un baratin autour, je vous en fais grâce, mais quoi qu'il en soit, et pour revenir à l'évaluation des retombées de césium-137 consécutives à l'accident de Tchernobyl, la CRIRAD considère qu'il n'y a plus de désaccord entre ces évaluations et celles de l'IRSN. Et effectivement, par la suite, vous n'avez plus jamais entendu la CRIRAD sur ce sujet. Mais dans l'esprit des Français, des médias, des politiques, il faut constater que 30 ans après, aujourd'hui, l'idée que le nuage s'est arrêté à la frontière ou qu'on a voulu faire croire que cela a été le cas reste une idée bien ancrée dans les esprits et devenue un lieu commun. Alors, je n'ai pas de conclusion, mais je voulais finir par un hommage et des remerciements à 2 personnes qui m'ont accompagné sur ces sujets. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais là, j'ai fait un choix délibéré. Alors, tout d'abord, Gernot Linden, qui a été mon adjoint lorsque j'ai pris la direction de l'environnement et de l'intervention de l'IRSN. Donc, il a été mon adjoint de 2003 à 2005. Alors, lui, il venait de l'OPRI. Moi, je venais de l'IPSN. Et donc, nous avons œuvré ensemble, et il m'a beaucoup aidé pour cela, pour pacifier un peu les sujets, mettre un peu bon ordre un petit peu dans toutes ces controverses, et donc avec le résultat que vous avez vu. Malheureusement, il nous a quittés trop vite en 2006, mais vraiment, ça a été quelqu'un de très précieux dans ce que j'ai pu faire sur le sujet. Et puis alors, la deuxième personne, donc, qui vient aussi de l'OPRI, mais que je qualifie aujourd'hui de grand témoin de la saga de Tchernobyl en France, puisqu'il a vécu du temps du SCPRI la gestion de cet accident. Donc c'est Alain Biot, qui est notre président du Club Histoire, et donc je voulais également le remercier de son maintien, de son implication. Très récemment, au mois de novembre, donc il a organisé au titre du Club Histoire une séance consacrée à l'accident, et voilà, c'était l'introduction de son topo « Mon Tchernobyl à moi ». Voilà, et j'ai terminé. Désolé, j'étais un peu long, mais le sujet était assez riche.